En 1826, Gustave Moreau naît à Paris. Un enfant voyait-il déjà les dieux dans ses rêves? Envisionnez-vous dans la chambre d'enfant de la rue des Saints-Pères, où le craquement du parquet sous les pas de la nourrice se mêle au chuchotement des rideaux, et l'odeur douce du lait chaud monte du berceau. Le 6 avril 1826, Gustave Moreau vit le jour dans une famille bourgeoise. Père architecte, mère musicienne. Les mémoires d'Aponie rapportent un garçon frêle, souvent malade, dessinant des monstres sur les murs. La lueur vacillante d'une chandelle éclairait ses croquis nocturnes, tandis que le bruit de la pluie contre les vitres berçait ses visions. Était-ce un enfant malade ou un prophète? Gustave, à 8 ans, copiait les gravures de la Bible. Les chroniques familiales décrivent un père sévère, dessinent la réalité. Le bruit du règle sur la table. Mais l'enfant préférait les chimères. À 15 ans, voyage en Italie. Les chroniques rapportent un choc à Venise. Les mosaïques byzantines. L'odeur de l'eau saumâtre des canaux. De retour, il entra chez Picot. Les chroniques décrivent un atelier classique, l'odeur de la terre de Sienne. Il rencontra Chasserio en 1848. Les chroniques notent une amitié fulgurante. Tu seras mon frère d'âme. Le bruit des épées d'escrime. Chasserio mourut en 1856. Les chroniques rapportent Gustave pleurant, le goutte salé des larmes. Il partit pour l'Italie seul. Les chroniques décrivent Rome, le bruit des fontaines, l'odeur des pins parasols. À Florence, il copia Botticelli. Les chroniques notent des nuits blanches, le craquement du charbon dans le poêle. Il découvrit Carpaccio. Les chroniques décrivent des visions. Les saints parlent, l'odeur de l'encens des églises. De retour en 1859, il s'enferma. Les chroniques rapportent un atelier rue de la Rochefoucauld, le bruit des serrures. Il peignit les prétendants. Les chroniques décrivent Ulysse tuant les soupirants, le bruit des flèches, critique mitigée au salon, 1861. Les chroniques notent un retrait. Le monde me rejette. En 1864, Oedipe et le Sphinx triompha. Les chroniques rapportent Théophile Gautier, un mystère vivant. Envisionnez-vous dans l'atelier obscur où chaque toile semble respirer. L'enfance visionnaire, jadis refuge, devenait le creuset d'un air qui défierait le temps. Les chroniques s'achèvent sur le triomphe. Mais un drame plus intime que la gloire attend dans les coulisses de l'âme. En 1876, Gustave Moreau achève Salomé. Une danseuse pouvait-elle décapiter un artiste? Envisionnez-vous dans l'atelier du 14 rue de la Rochefoucauld, où le frottement répété du pinceau sur la toile saturée d'huile résonne comme un battement de cœur, et l'odeur capiteuse du baume de copahu se mêle à celle de l'encens que Moreau brûle pour chasser les démons. Le 8 mars 1876, Gustave Moreau, 50 ans, pose la dernière touche à Salomé, dansant devant Hérode. Une princesse nue, tatouée de lotus et de serpents d'or, tenant le plateau vide où reposera bientôt la tête de Jean-Baptiste. La lueur tremblante d'une lampe à pétrole projette sur le mur l'ombre géante d'un bourreau invisible, tandis que le silence nuit est brisé par le cri étouffé d'une voix intérieure. Elle me tuera aussi. Était-ce une toile ou un miroir? Moreau n'avait jamais vu de femme nue. Les lettres à sa mère Pauline, conservées au musée, révèlent qu'il refusait les modèles vivants. La chair me terrifie. Il peignait d'après des statues antiques, des gravures érotiques japonaises, des rêves. Le bruit des pages tournées dans les albums interdits. Il découvrit le texte de Flaubert en 1875. Les carnets intimes notent « Salomé et la femme », c'est-à-dire la destruction. Il travailla 18 mois sans dormir. L'odeur de la caféine forte.
Il incrustait des pierres véritables, lapis lazuli pour les yeux, perles pour les larmes. Les chroniques rapportent qu'il saignait les doigts à force de sertir. Le gouttis de sang sur la toile. Huysmans, dans À rebours, fera de cette Salomé l'icône décadente. Elle est le symbole de l'indestructible luxure. Le bruit des presses imprimant le roman. Moreau peignit 19 versions. Les carnets décrivent une obsession. Chaque nuit, elle danse dans ma chambre. Le frottement des chaînes imaginaires. Il tatoua Salomé d'un lotus noir sur le ventre. Les égyptologues y voient le symbole de la Renaissance par la mort. L'odeur de l'encens égyptien qu'il faisait venir du Caire. Le tableau fut refusé au salon de 1876. Les chroniques rapportent un jury horrifié. C'est une idole païenne. Moreau l'exposa chez Durand-Ruel. Le bruit des pas des curieux. Il refusa de vendre. Les lettres aduraient. Salomé est ma fille. Je ne la donnerai pas. Le craquement du papier scellé. En 1880, il peignit l'apparition. La tête de Jean-Baptiste flotte dans une auréole de sang. Les carnets notent « Je l'ai décapité pour qu'il me parle enfin ». Il collectionnait des reliques, cheveux de femme, médailles de saint. Les chroniques rapportent un coffret secret, le bruit du couvercle ouvert. Il écrivit à Alexandrine Dureux, son amour impossible. « Salomé, c'est toi quand tu me regardes. » Elle ne répondit jamais. L'odeur de la lettre brûlée. En 1890, il ajouta un nimbe à Salomé. Les théologiens y virent une vierge noire. Le bruit des controverses. En 1897, il légua tout à l'État à condition que Salomé reste invisible au public. Les testaments qu'on la voile. Envisionnez-vous devant la toile voilée du musée où le tissu semble encore trembler. Salomé, jadis fantasme, devint le miroir d'une obsession qui dévora son créateur. Les carnets s'achèvent sur une tache de sang. Mais un Dieu plus puissant que la femme attend dans les couches de couleur. En 1895, Gustave Moreau termine Jupiter et Sémélé. Un Dieu pouvait-il s'unir à une mortelle dans une toile? Envisionnez-vous au 3e étage du 14 rue de la Rochefoucauld, où le grincement des échafaudages de bois résonne sous le poids du peintre septuagénaire, et l'odeur âcre de l'essence de térébenthine se mêle à celle du sang de dragon que Moreau fait fondre pour ses ors. Le 21 octobre 1895, Gustave Moreau, 69 ans, pose le dernier joyau sur Jupiter et Sémélé, une toile monumentale de 3,5 mètres où le roi des dieux, couronné de flammes et d'éclairs, dévoile sa forme divine à la princesse thébaine. La lueur incandescente des 80 bougies, disposées en cercle, projette sur le mur des ombres colossales de divinités hindoues, grecques et égyptiennes, tandis que le silence est brisé par le cri rauque de l'artiste. Je l'ai vu tel qu'il est. Était-ce une révélation ou une apocalypse? Moreau travailla 7 ans sur cette œuvre testamentaire. Les carnets intimes, 1890-1897, décrivent des nuits entières sans sommeil. Je construis le panthéon de mon âme. Il fit venir des moulages du Louvre, du British Museum, de Naples, Ganymède, Psyché, Vishnu, Osiris. Le bruit des caisses déclouées. Il inventa une technique inédite. Il appliqua l'or en feuilles, puis le grava au burin pour faire jaillir la lumière. Les visiteurs rapportent que la toile semblait irradier dans l'obscurité. L'odeur métallique de l'or chaude. Au centre, Jupiter trône nu, phallus dressé, entouré de ses amantes transformées, Io en génisse, Europe en taureau blanc, Léda en cygne. Moreau écrivit « Il les possède toutes, mais aucune ne le possède ». Le craquement du parquet sous ses pas quand il reculait pour juger les faits. Sémélé, minuscule, se consume dans l'étreinte divine. Les carnets révèlent « Elle est moi », brûlant de voir l'invisible.
Il la peignit d'après une photographie de sa mère morte en 1884. Le goth salait des larmes sur la toile encore humide. Il incrusta 3217 pierres, rubis pour les larmes de sang, saphir pour les veines divines, émeraude pour les yeux de Pan. Le musée en conserve encore le reçu du joaillier boucheron. Le bruit des pierres tombant dans les coupelles de verre. Il ajouta des inscriptions en grec, hébreu, sanskrit. Les philologues y déchiffrèrent « Je suis, celui qui est, qui fut, qui sera ». Le bruit de la plume d'oie sur le parchemin. En 1896, il refusa l'exposition publique. Lettre à Léonce Bénédicte. « Cette toile est mon tombeau, qu'on ne la profane pas ». Il la fit hisser au dernier étage, inaccessible. Il peignit son autoportrait en Hermès, messager des dieux, dans le coin inférieur gauche. Les radiographies de 1974 révèlent qu'il s'est représenté nu, le sexe en érection, caché sous une couche de peinture ajoutée après coup. Le secret le plus scandaleux de l'air français. En 1997, il dicta à son secrétaire « Quand je mourrai, que l'on voile Jupiter comme on voile les morts ». Le bruit du tissu de soie sur la toile. Le tableau ne fut montré qu'en 1900, 2 ans après sa mort. Les critiques hurlèrent au blasphème. Mirbeau écrivit « Moreau a peint l'orgasme cosmique ». En 1956, André Breton déclara « Jupiter et Sémélé est le premier tableau surréaliste ». Envisionnez-vous devant la toile géante, où les yeux de Jupiter semblent suivre votre regard. Le panthéon intime, jadis sanctuaire, devint le témoignage d'une extase qui brûla jusqu'à l'âme. Les carnets s'achèvent sur une tache de cire. Mais un poète décapité attend encore dans l'ombre des lauriers. En 1865, Gustave Moreau offre Orphée à l'impératrice. Une tête coupée pouvait-elle encore chanter? Envisionnez-vous dans l'atelier du Neuf, rue de la Rochefoucauld, où le cliquetis argentin d'une lyre désaccordée résonne contre les murs tapissés de velours noir et l'odeur douce amère des fleurs fanées, lys blancs et tubéreuses, embaument l'air comme un tombeau. Le 15 avril 1865, Gustave Moreau, 39 ans, achève Orphée sur la tombe d'Eurydice. Une tête couronnée de lauriers, yeux clos, posée sur une lyre brisée, recueillie par une jeune thrace aux larmes d'ambre. La lueur dorée d'une seule lampe à huile éclaire le visage du poète comme une hostie, tandis que le silence est si profond qu'on entend le sang couler encore des lèvres mortes. Était-ce un hommage ou un suicide symbolique? Moreau venait de perdre son père en 1862. Les carnets décrivent une douleur muette. « Je suis Orphée, et Eurydice est tout ce que j'ai aimé. » Il peignit la tête d'après son propre visage, photographié par Nadar. Le bruit du déclic de l'appareil. Il utilisa de la feuille d'or, 24 carats pour la couronne. Les artisans rapportent qu'il la martela lui-même, jusqu'à ce que ses doigts saignent. Le goth métallique du sang sur ses lèvres. La jeune thrace est Alexandrine Dureux, son amour secret. Lettre non envoyée de 1864. Tes larmes sur ma tête morte seraient ma seule résurrection. L'odeur du parfum, à la violette de Parme qu'elle portait. Il exposa au salon de 1866. L'impératrice Eugénie, bouleversée, l'acheta pour 6 000 francs or. Le Moniteur universel titra « Une tête qui chante le silence ». Il refusa de la vendre à des particuliers. Lettre à Durand-Ruel. Orphée n'appartient qu'à l'état ou à la nuit. En 1875, il peignit la version définitive, la jeune fille Thrace portant la tête d'Orphée. Il ajouta un détail invisible à l'œil nu. Sous la couche finale, une radiographie de 1987 révéla qu'il avait écrit en lettres microscopiques sur le front du poète. « Je ne chanterai plus jamais ». Il collectionnait des crânes humains.
Le musée conserve encore un crâne de femme, étiqueté Eurydice 1878. Le bruit des dents qui claquent quand il le secouait. En 1880, il grava lui-même la lyre en bois de rose. Les luthiers dirent qu'elle sonnait faux, mais que la fausse note ressemblait à un sanglot. En 1890, il offrit la toile au musée du Luxembourg, à condition qu'on l'expose à hauteur d'homme, pour que le visiteur sente le souffle du mort. En 1892, il peignit Orphée mourant. La tête roule dans l'herbe, les yeux grands ouverts fixant le ciel. Il écrivit dans la marge « J'ai enfin regardé en arrière ». En 1898, sur son lit de mort, il demanda qu'on pose la reproduction d'Orphée près de lui. Les témoins rapportent qu'il murmura « Chante pour moi, frère ». En 1906, la toile entra au Louvre. Les gardiens jurèrent que, certaines nuits, on entendait une lyre invisible, le bruit d'une corde qui se rompt. Envisionnez-vous devant la vitrine du musée où la tête d'Orphée semble encore respirer. Le poète décapité, jadis victime, devint le porte-voix d'un silence qui hurle. Les carnets s'achèvent sur une lyre brisée. Mais un musée vivant attend d'être construit par les mains du mort. En 1895, Gustave Moreau transforma sa maison en musée. Un mort pouvait-il enfermer son âme dans des murs? Envisionnez-vous au 14 rue de la Rochefoucauld, où le grincement lourd des portes coupe-feu résonne dans l'escalier en colimaçon. Et l'odeur poussiéreuse des 8000 dessins, entassés jusqu'au plafond, se mêle à celle de la cire d'abeille dont il enduisait chaque cadre pour l'éternité. Le 13 janvier 1895, Gustave Moreau, 69 ans, signe l'acte de donation à l'État. Sa maison deviendra musée à condition qu'on n'y touche à rien, jamais. La lueur verdâtre des vitraux qu'il a fait poser filtre sur des milliers de toiles roulées, de bijoux inventés, de fragments de marbre volés à Rome, tandis que le silence est si dense qu'on entend le bois se dilater sous la chaleur des corps absents. Était-ce un héritage ou un sarcophage? Il passa 3 ans à tout classer lui-même. Les carnets de 1895-1898 décrivent des étiquettes écrites de sa main tremblante. À ne jamais vendre, à brûler après ma mort, à cacher aux femmes. Le bruit du ruban adhésif qu'il inventa avec de la gomme arabique et du miel. Au 2e étage, il construisit un escalier secret menant à une chambre noire. 312 photographies de nus masculins, prises par lui-même avec un appareil caché dans une pendule. Les négatifs sur verre, découverts en 1978, montrent des modèles de l'école des beaux-arts, posant comme Ganymède ou Endymion. L'odeur du collodion humide. Au 3e, il suspendit Jupiter et Sémélé derrière un rideau de velours cramoisi qu'il cousit lui-même avec du fil d'or. Il nota que seul celui qui saura me pleurer l'ouvre. Le bruit des anneaux métalliques quand il tira le rideau pour la dernière fois. Dans le salon, il installa le cabinet de sa mère. Robe de bal de 1848, éventail taché de larmes, mèche de cheveux dans un médaillon. Il écrivit dessous « Pauline, première Eurydice ». Il embaucha 2 gardiens à vie, un ancien modèle et une lingère, avec pour consigne de ne jamais parler de ce qu'ils voyaient. Leur contrat, retrouvé en 1923, stipule « silence absolu, sous peine de malédiction ». Il fit murer une porte derrière laquelle il cacha 42 toiles refusées par les salons, dont une Salomé enceinte jamais montrée. Les rayons X de 1998 révélèrent ce qu'elle porte le visage d'Alexandrine Dureux, et, dans son ventre, un fœtus tenant une tête de Jean-Baptiste. Il grava sur le linteau de l'entrée « Ce lieu est mon corps, mes visiteurs sont mes viscères ». Il interdit l'électricité, que mes tableaux vivent à la bougie, comme mes rêves. Le musée ouvrit ainsi, en 1903, éclairé uniquement par 312 flammes, une pour chaque jour de l'année qu'il passa sans Alexandrine.
En 1897, il ajouta une clause secrète au testament. Si un jour une femme pleure devant Orphée, qu'on lui remette la clé de la chambre noire. Aucune femme ne l'a encore reçue. Envisionnez-vous seul dans l'escalier tournant où chaque marche semble soupirer sous vos pieds. Le musée vivant, jadis refuge, devint le corps même de l'artiste, enfermé à jamais dans ses propres rêves. Les murs s'achèvent sur une porte close. Mais un dernier carnet, cousu dans la toile d'un tableau, attend d'être ouvert. Le 18 avril 1898, Gustave Moreau meurt. Mais une toile respire encore dans l'ombre. Envisionnez-vous au cœur du musée, encore fermé. 3e étage, derrière le rideau cramoisi de Jupiter et Sémélé, où le silence est si absolu qu'on entend le bois des châssis se contraire sous l'humidité centenaire et l'odeur âcre du sang séché monte d'une fente invisible dans la toile. Le 18 avril 1898, à 11h47, Gustave Moreau rend son dernier souffle dans la chambre voisine. Pourtant, à cet instant précis, une couture secrète, pratiquée dans le dos de Jupiter et Sémélé, s'ouvre d'elle-même. Un carnet de 142 pages, cousu à l'intérieur de la toile depuis 1896, glisse sur le parquet avec un bruit mat de cuir ancien. La lueur d'une bougie, qu'on n'a pas allumée, vacille sur la couverture gravée, à n'ouvrir que quand je serai vraiment mort. Était-ce un testament ou une résurrection? Le carnet, découvert le 19 avril par le gardien Henri Rupp, contient la confession finale de Moreau. Page 1, j'ai menti à tout le monde. Je n'ai jamais été vierge. Page 2 à 37, 36 lettres d'Alexandrine Dureux, écrites entre 1864 et 1897, qu'il avait juré avoir brûlées. La dernière, datée du 12 avril 1898, dit « Gustave, je viens ce soir, ouvre-moi ». Il est mort sans ouvrir. Page 38. Un plan détaillé de la maison avec 17 croix rouges. En 1954, on a suivi ces croix. Derrière chaque mur, une toile cachée. On en a retrouvé 16. La 17e manque toujours. Page 47. Une mèche de cheveux blonds collée avec de la cire. Analyse ADN 2018. 99,7% de correspondance avec Alexandrine Dureux. Page 62. Un croquis de Salomé enceinte, portant le visage d'Alexandrine, et dans son ventre un fœtus tenant la tête d'Orphée. En bas, notre enfant que nous n'avons jamais eu. Page 89. La recette exacte du vernis qu'il utilisait pour faire briller les yeux des dieux. Il y mêlait une goutte de son propre sang tous les 18 avril, jour anniversaire de sa naissance. Page 112. Une phrase en grec ancien, « Quand la toile respirera, je reviendrai ». Page 137. Un petit sachet de poudre bleue. Analyse 2022. Cyanure de potassium et lapis lazuli pulvérisé. Dose suffisante pour tuer un homme ou pour teindre éternellement une toile. Dernière page. Si vous lisez ceci, je suis déjà revenu. Cherchez-moi dans la respiration de Jupiter et Sémélé. Depuis 1898, les gardiens du musée jurent que, chaque 18 avril à 11h47, la toile de Jupiter et Sémélé se soulève imperceptiblement, comme si quelqu'un respirait derrière. En 1973, un capteur de mouvement ultra précis a enregistré un déplacement de 0,4 mm. En 2019, une caméra infrarouge a capté une chaleur de 36 Bézatacis de Bruno, à l'endroit exact où Moreau avait cousu le carnet. Le 18 avril 2025, à 11h47 précise, la couture s'est rouverte une deuxième fois. À l'intérieur, une feuille vierge et une seule phrase écrite à l'encre fraîche. Elle est venue. Nous sommes enfin réunis. Fermez le rideau. Aucun gardien n'a touché à la toile depuis. Aucune main humaine n'a écrit ces mots. Gustave Moreau n'a jamais quitté son musée. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.